25 décembre. Noël donc. Enfin, Noël et Nativité, il faudra qu'on en reparle, évidemment. Bien précisément. Cette histoire de culte solaire, mais aussi, peut-être qu'on peut le prendre dans l'autre sens. Mais n'attaquons pas trop vite. Des volutes de vapeur s'échappent de la théière, de la verseuse à café, qui aujourd'hui me sert à faire du thé. Un merveilleux thé vert. Un de ces paquets qu'on m'a offert. Thé vert, dans une théière bleu-vert. Un bol bleu, de grès, une verseuse de faïence. Ah, mais vous les connaissez, ces objets. Petit bol et petite théière qui étaient dans la place. Le soleil me frappe de plein fouet et je me suis placée exactement derrière le montant de la fenêtre. Il est tellement éclatant que... Non, je ne vois pas la couleur. Mais on dirait presque un jaune-vert. Ouais, c'est-à-dire un jaune, mais il y a du bleu dedans. Ouais, comme on l'a vu hier. C'était très mal vu de mélanger du lapis lazuli et de l'or piment pour faire du vert. Il fallait partir des terres vertes ou d'autres oxydes. Ce qui se comprend. Ben oui, ça se comprend, il y a plus d'un titre. Si le lapis lazuli est la chose la plus chère qui soit, le minéral d'oxyde bleu, le plus cher qui soit, même plus cher que de l'or. Et mes chers amis, vous n'allez pas le mélanger à du jaune. L'or piment, c'est très joli aussi. Ouais, on en avait parlé. Non, pas encore. J'en ai parlé, mais vous n'avez pas encore vu cette capsule sur les couleurs. Voilà qui fera le lien. Mais bien évidemment qu'on ne va pas mélanger un matériau moins cher, affadir, avilir. Non, c'est idiot, alors qu'on peut faire du verre autrement. Donc cette indignation se comprend parfaitement. Avec d'autres pigments bleus, je ne dis pas, mais avec le lapis lazuli, la pierre bleue. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne sais pas. Ce petit mot de liaison, une petite expression, alors que je ne savais même pas la suite. Ah, le poêle claque. La flambée a repris. Enfin, la flambée. Sur les braises de la nuit. Ouais, parce que j'avais mis 2 bûches pour la nuit. Pas la nuit. Ouais, la nuit était très, très avancée quand je suis allée me coucher. Vous en savez quelque chose, peut-être? Eh bien, il restait des braises et j'ai remis des petits bouts de bois. Donc, il faudra aller chercher une bûche. Forcément. Et il ne faisait pas froid dans la maison. Bien qu'il eût fait froid dans la nuit, hier au soir, tout d'un coup, la température chuta et nous eûmes même une légère, toute petite, mais intéressante tombée de neige, qui était toujours là, cette neige, le matin. Pas plus, mais pas moins. Ah, pas vraiment, hein. Quand je dis un voile, ce n'était pas blanc, c'était poudré de blanc. Et encore pas partout. Et puis il fait chaud aussi parce que j'ai une idée excellente. Je mettais toujours de l'eau à chauffer sur le poêle. Puis je me suis dit, ouais, mais c'est humide ici, il faut quand même fermer cette grosse bassine. Vous savez, les anciennes bassines zinguées. Il se trouve que j'en ai 2. Ouais, on m'en a apporté une deuxième toute pareille. Ah, je ne suis jamais embarrassée de bassine, bien au contraire. Et j'ai même fait mieux que ça, dans la bassine de zinc, avec ses poignées, vous savez, plutôt dans il y a de l'eau, au-dessus je retourne une bassine d'émail, oui, fort abîmée, mais très pratique. L'intérieur en est blanc, l'extérieur en est d'un beau vert. Oui, c'est plutôt rare. Une ancienne, oui. Et donc je la retourne et elle s'adapte. Donc ça garde au chaud et ça évite l'évaporation. Et puis je mets la deuxième bassine par-dessus le tout. Comme ça, vraiment, ça c'est double fond, si vous voulez. Par-dessus, j'ai même mis une grosse serviette. Et même sans le dispositif, ça reste chaud. Avec, ça reste encore plus chaud. Donc, il y a une grosse masse d'eau, disons, je ne sais pas, 10 litres, 20 litres peut-être, qui chauffe. Et vous n'êtes pas sans savoir... selon l'adage de la médecine taoïste, là, que l'eau est lente à chauffer, mais lente à refroidir.
Oui, c'est une analogie de la femme et de l'énergie de la femme. Oui, de l'énergie sexuelle aussi, et du désir sexuel, mais de l'énergie de la femme d'une façon générale. Ah, je joue avec le montant de la fenêtre, il va falloir que je me déplace. Voilà. Donc, forte de ce savoir taoïste, je ne manque pas de mettre un grand pot d'eau, en l'espèce une bassine, recouverte de 2 bassines. Et le matin, même s'il n'y avait plus que quelques braises, l'eau était bien chaude. Quel est l'intérêt de la chose ? C'est un radiateur. Oui, parce que c'est ça le chauffage central. C'est chauffer de l'eau pour chauffer de la matière. Et cette matière chaude, avec tout de même une certaine inertie, la fonte ou le métal en général, ça réchauffe l'air. Ça réchauffe l'air en chauffant les masses. Ah, mais c'est génial le chauffage central. Donc voilà, j'ai un petit chauffage, sinon central. Bah oui, central, forcément il est central. Il est centré autour du poêle. Ah, c'était ça que ça voulait dire. En tout cas, hier a été une telle journée sans soleil et une telle journée d'emmerdation avec les impôts, les choses comme ça. Oui, ils travaillent, donc je les ai appelés. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que je fais ? Mais qui je dois appeler ? En raccrochant, je savais à peu près. En recevant le courrier avec les documents, j'avais déjà tout oublié. Donc je me suis dit, faut que je joigne qui, là ? Donc j'ai fait... Ah oui, non mais ils me demandent dans tous les sens. Il y a eu des erreurs dans tous les sens. Vous savez, ces choses-là, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Non, mais vous n'auriez pas dû recevoir. Non, mais effectivement, on aurait dû vous le dire bien plus tôt. Non, mais... Et puis maintenant, vous nous devez des sous. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Moi, je suis pas si sûre. Enfin, on verra bien. Écoutez, vous savez quoi ? Si je suis vraiment embêtée, je vous le dirai. Vous m'aiderez un peu. Comme c'est déjà arrivé. En attendant, je chauffe au soleil. Je suis bien habillée aujourd'hui. J'ai mis une chemise Liberty. Ouais, Liberty, c'est la popeline imprimée anglaise, les petites fleurs anglaises. Les semis de fleurs bien serrés. Là, c'est dans les oranges, jaune pâle sur fond blanc. Alors, je voulais quelque chose de bien fini. Ouais, parce que je me suis rendu compte que j'avais quasiment toujours acheté des vêtements, bon, sauf exception, mais de confection. C'est-à-dire, l'intérieur, c'est fini à la surjeteuse. Les finitions, bon, le montage, ça peut aller, mais les finitions, c'est de la merde. Donc, même quand le tissu est beau, les finitions, c'est de la merde, ça ne signe pas la qualité. Donc j'ai cherché, et je me rends compte que tout ce que je cherche à présent, des choses que j'ai eu portées, que j'achetais même à Monoprix, les chemises de Monoprix, elles étaient de très belles popelines, enfin bon bref, j'avais acheté même des vêtements pour ma grand-mère, c'était très bien fait, c'était encore passable, et là la perte de qualité en 10, 20, 30 ans est vertigineuse. Je n'ai pas pu voir le détail de finition de l'intérieur, vous savez, bon, c'est correct, mais, encore une fois, il y a un problème. J'en ai pris une en 36 et une en 38, parce que j'aime bien avoir du 36 en haut, d'accord. Et elle taille un peu grand, me dit-on. Bon, effectivement, elle taille un peu grand, elle taille même comme une 38 large. Alors, qu'est-ce que ça va être, la 38 ? Tant pis. En tout cas, je remarque une chose, elle me serre aux hanches, je défais un bouton. Bon, c'est normal, elle est un peu longue. Mais oui, c'est normal parce que c'est un 36. Mais si je regarde un peu plus haut, elle est presque trop large aux épaules. Trop large aux épaules, une 36 ? Trop large aux épaules, serrée aux hanches ? Eh bien oui. Voilà, c'est ça les vêtements pour femmes. C'est taillé pour des femmes androgynes. La femme androgyne, le modèle petite hanche, devient la norme. Et un visiteur que j'avais ici me disait que est-ce que c'est sa fille, en tout cas quelqu'un de très, très proche qui connaît, quoi. La mère et la fille se ressemblent, mais la mère, qui doit avoir, la cinquantaine ou la soixantaine, donc une autre génération, plutôt ma génération, on va dire, ou un peu plus, je ne sais pas, a le type gynoïde, les épaules étroites et les hanches larges. Pas forcément énormes, mais juste pas les hanches plus étroites que les épaules. Et j'avais vu une vidéo comme ça dont je vous avais parlé, quelqu'un qui se promène dans le centre commercial ou dans la ville, mais avec son téléphone en vidéo volée. Et il dit, mais regardez les filles,
Des belles jeunes filles, des belles jeunes femmes, hein. Elles ont toutes les épaules à l'américaine, à la Hollywood. Et il braque son téléphone sur deux personnes qui marchent, deux femmes, un peu plus âgées, enfin suffisamment plus âgées pour être de la génération de leur mère, la cinquantaine, la soixantaine, et il dit regardez ces personnes, regardez leur morphologie. Bon, un petit peu enrobées, mais pas tant que ça. Les épaules étroites et les hanches larges. Non, elles n'ont pas les hanches larges parce qu'elles sont grosses, mais parce qu'elles sont taillées comme ça. Et il fait la remarque qu'il y a un basculement dans les dernières générations, sur 20-30 ans. Avant, on trouve beaucoup plus de femmes avec le type féminin. Donc, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce que, notamment, il y a moins de différence entre la taille et les hanches. Ou alors, on imagine une taille très fine, des hanches fines et des épaules larges. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est les hommes qui se font passer pour des femmes, qui se font un peu rétrécir la taille. Donc, au niveau de la jupe, par exemple, même la jupe n'ira pas. Si le tour de taille est de 70 et le tour de hanche de 90, là, on dit qu'on a la vraie femme, une petite femme menue, mais avec des bonnes hanches. Eh bien, la femme dite athlétique aura une taille de 70, mais des hanches de 85, de 80. Vous voyez ? Alors, ça se gâte au niveau de la veste, parce que les épaules, il faut passer les épaules. Alors, ça correspondrait, pour moi, à une ou deux tailles au-dessus. Au niveau des épaules, ce serait 40-42, alors que moi, je fais une carrure de 38. Mais au niveau des hanches, on a un 36, alors que moi, je fais plutôt un 40. Tout est inversé. Mais vous me direz, c'est pas nouveau. Oui, parce que moi, j'ai pas tout à fait la même taille en haut et en bas. Je fais de préférence un 36 en haut, un 36-38 en haut, un 38-40 en bas. Mais là, je vois bien que c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'avais acheté une veste doudoune, mais elle m'allait pas. Les épaules étaient trop larges et ça me serrait aux hanches. Alors heureusement, on pouvait dévisser par en bas, dézipper, par en bas un zip dans les deux sens. Mais j'avais pas acheté une veste pour avoir les hanches ou la taille, les hanches jusqu'à la taille au froid. Ça, c'est des trucs chinois. C'est des trucs, des gabarits chinois. Et puis, c'est plus fait chez nous. Et c'est pas fait pour tout le monde. Et la norme, ça devient un androgyne. Une femme avec les petites hanches. Alors, il y en a toujours eu, c'est certain. Et ça n'a pas commencé il y a 2 ou 3 générations. Enfin, non pas il y a 2 ou 3 générations, c'est 25 ans, mais il y a 30 ou 40 ans. Parce qu'on voit des femmes de 60 ans qui sont taillées comme ça. Donc ça doit être quelque chose qui arrive progressivement. Et il y a certainement toujours eu le type androïde, mais il est devenu majoritaire. C'est une manipulation par toutes ces hormones. L'hormone de la pilule a été rejetée massivement dans l'eau. Alors on pense que ça devrait nous féminiser, mais peut-être pas, au contraire, puisque c'est une hormone inhibante pour les processus féminins, ou une série d'hormones, je ne sais pas. Et puis c'est certainement pas la seule chose. Quand on voit comment tout est... Oui, on dit l'eau du robinet, tout ça, mais tout ce qu'ils appellent les perturbateurs endocriniens, les poisons hormonaux, les transformateurs, les plastiques qui infusent toutes ces choses qu'on achète, même dans le bio, oui, pour pouvoir vendre facilement, sans avoir de boucherie, par exemple, pour vendre de la viande, il faut qu'elle soit emballée. Tout ça, tous ces emballages souples, tout ça, ce sont des poisons qui ont transformé très lentement la chimie de notre corps. La biologie organique de notre corps, du corps de la société. Chers amis, la mutation est actée entre les écrans, les hormones, les modifications des fonctions cérébrales et des capacités cérébrales. C'est pourquoi je vous le dis, encore une fois, mettez-vous au dessin, à la peinture. Alors la peinture, ça demande un peu plus, à part la gouache, mais les crayons de couleur,
ne demande absolument pas de mise en œuvre. Un bloc, une boîte de crayons, clac, on l'ouvre et c'est parti. On peut faire des tas de choses avec les crayons de couleur. On n'est pas obligé de dessiner. On peut, oui, pas faire des coloriages tout faits. Faites vos coloriages vous-même, dessinez quelque chose ou des choses abstraites. Partez sans cadre. Le cadre de la feuille est bien assez suffisant, si j'ose. Vous connaissez ce petit exercice qui consiste à prendre 2 couleurs, mettons un jaune et un orange, et puis en ayant dessiné un cadre ou pas, sur la zone qu'on veut colorier, pas trop grande bien sûr, on commence à colorier en jaune bien saturé, donc il faut des bons crayons qui marquent bien la couleur, des crayons avec des bons pigments. On commence à crayonner comme ça, mettons qu'on parte de la gauche, et puis on se décale légèrement vers la droite et on allège le trait de crayon, on l'allège et on essaye de pas trop revenir, Et puis de l'autre côté, on repart de la droite avec le crayon orange et on appuie suffisamment, on charge en couleur et on allège jusqu'au moment où le trait allégé arrive sur le trait, sur les traits de jaune. Pas complètement, il faut garder une zone orange et une zone jaune, mais on va faire un dégradé. C'est un exercice intéressant. Bien sûr, l'ordinateur calcule ce dégradé de façon bien plus parfaite que vous, mais ce n'est pas le résultat qui nous intéresse. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas le résultat qui nous intéresse, c'est le processus. C'est le moment dans lequel prend place cette action. C'est le temps de conscience qui est nécessaire. C'est le geste, le mouvement et la respiration qui va accompagner tout ce processus. C'est l'émerveillement de l'œil qui jouit de la couleur et qui jouit de la nouvelle couleur qui apparaît. Le jaune et le bleu pour faire du vert. Parce que là, je vous ai donné 2 couleurs faciles à mêler. Mais prenez justement du jaune et du bleu pour faire du vert. Verrez-vous vraiment apparaître le vert? Ou continuerez-vous à voir, puisque c'est vous qui avez fait cette trace, cette couleur, continuerez-vous à voir le jaune sous le bleu ou le bleu sous le jaune? Eh bien généralement, oui, vous continuerez à voir cette couleur, cette double couleur, et il faudra repasser la première couleur, puis repasser la deuxième. Mais attention, plus on repasse, plus on sature. Alors que ce que nous on voulait, c'était un dégradé vaporeux au centre. Vous voyez qu'en quelques mots, je vous ai donné les clés et le cahier des charges pour toute une série sinon d'exercices, de jeux de couleurs, de jeux d'esprit, de jeux de main. Oui, j'ai parlé dans un précédent bulletin de ce fameux morceau que j'avais entendu. J'imaginais d'abord un mouvement, une danse sur scène, quelque chose. 2 personnages vêtus comme de petits lutins de plein hiver, mais de petits lutins qui viennent tomber du lit. Ils sont en chaussons, en tunique, en bonnet et en moufle peut-être, ou en jambière guêtre de laine, mais ils n'ont pas de souliers, mais ils ne sont pas encore habillés. Et sur le parquet craquant d'une pièce presque nue, ou quelque part dans un angle ronronne un poil, ces 2 personnages se mettent à danser. Ce sont 2 petits lutins, 2 enfants. C'est assez indifférencié si c'est garçons et filles, ils sont habillés pareil, et on les voit de loin. Et ils dansent, à petits pas. Plus exactement, ils s'approchent. Ils esquissent un pas, un autre, dans le silence. Leurs mains s'approchent. Non, ils ne s'empoignent pas comme pour cette fameuse valse viennoise. Non, ils se touchent du bout des doigts. Ils s'accompagnent du bout des doigts. L'un n'entraîne pas l'autre en lui montrant les pas de danse. Il n'y a pas le cavalier et la cavalière. Il y a une sorte d'approche, comme si tous 2 entendaient à travers le silence un air lointain, très lointain.
Et dans cet air très lointain, ils reconnaissent tous deux le type de danse, le pas qui est requis, bien que ce soit un air qui n'existe peut-être pas encore. Et à tout petit pas, en miroir, les voilà qui se mettent à danser, tout petit pas de côté, bout des doigts qui se touchent. J'étais partie sur quelque chose d'un peu comme ça, plus ou moins. Toute l'histoire que j'en raconte, je la raconte peut-être à rebours. Je ne sais plus exactement quel était le point de départ, mais il y avait ce duo. Et j'ai entendu l'air. Je crois que c'est une valse, bien sûr. Je ne composais que des valses. Le rythme de la valse traditionnelle suédoise, bien sûr c'est une valse, mais il y a les accents qui sont mis sont vraiment spécifiques, on va dire. Ça lui donne son caractère. Et encore, tout le monde ne le joue pas avec le caractère que je lui imprime, même dans le milieu traditionnel suédois. Mais... il y avait cet air qui est venu, mais pas sous mes doigts. Non, il est venu à l'intérieur, depuis mon cœur. Et puis, je me suis demandé si j'allais pouvoir le jouer, si j'aurais la dextérité nécessaire, ou si... Enfin, voilà. Et cet air, le voilà. Mais je ne vais pas vous le jouer. Je vais juste vous le fredonner. Petit fredon de Noël. Oui, je ne chante jamais le matin. Le matin, la voix n'est pas du tout réveillée. Et je me borne généralement à enregistrer un édito. Mais bon, ça fait plaisir quand même de retrouver un peu de voix. Oui, il va falloir se forcer parce que je n'avais plus non plus envie de chanter, ni de jouer, ni de dessiner, même plus envie de tricoter. Si, je m'y suis remise. J'ai fait des trucs marrants. J'ai essayé de suivre les modèles Drops, qui sont pourtant des super modèles, des super laines. Rien n'allait. Je me suis fait une jupe tricotée. Vous imaginez pas le truc. Ça m'a pris un temps de dingue. Tout simplement parce qu'elle avait deux tailles de trop. Non, là, il n'y a pas de problème de hanche et de taille parce que le tricot, ça s'adapte. Une petite cordelière à la taille et puis les hanches, ça s'assouplit. Ça n'a rien à voir avec le tissu. Eh bien, je l'ai faite complètement et je l'ai refaite. Ça m'a pris, je sais pas, des semaines que j'ai traîné ce truc et je l'ai faite en 3 jours. Ouais.
J'avais dit que je détruirais le temple de Salomon et que je le reconstruirais en 3 jours. Non, moi j'avais pas dit ça, et ni pour la jupe, mais ça s'est fait très vite. Et parallèlement, puisque j'ai toujours plusieurs ouvrages en même temps, ça correspond bien à mon caractère, comme ça me fait changer de point, changer d'aiguille, changer de fil et de couleur. Donc c'est très agréable en fait. Et c'est un alpaga gris bleu vert, tellement magnifique. En tout cas, j'avais suivi le modèle et j'avais pris le plus petit parce que j'aime bien être bien moulé du buste. Ouais, j'aime bien quand c'est vraiment près du corps. Bah sinon j'ai froid et puis ça m'engonce, enfin ça m'engonce. Oui, il y en a qui se sentent engoncés quand c'est trop serré. Et ben il y en a de partout. Enfin bon. Donc j'ai pris la plus petite taille. Et bien sûr avec l'aiguille ronde, enfin tout ça. Tant que j'avais pas fini le bas, donc j'avais l'ensemble du buste, je pouvais pas essayer. J'essaye, mais c'est pas possible. Le truc est trop large. Aux épaules, à la taille, aux hanches, ça ne va pas du tout. Eh bien, ce truc dont j'avais défait l'encolure, défait et refait, parce que c'était un jacquard et impossible de réussir un jacquard qui ne tire pas. En plus, c'était pas beau. Moi, je sais pas, quand moi je fais du jacquard, c'était pas beau. Voilà, c'est pas beau, c'est pas beau. Surtout en alpaga. Bah oui, parce que ça fait un truc toujours un petit peu zigouigoui, c'est pas bien tiré, les fils. Bah, ça tient au fil d'alpaga, mais bon. Donc je l'ai défait, refait, défait, refait, défait, refait, jusqu'au moment où je me suis dit non, je vais le faire plus simple. Et ça me plaisait pas vraiment. Et en plus, c'est trop grand. Ah ben, qu'à cela ne tienne, j'ai tout défait. J'ai recommencé. J'en suis à l'encolure puisque j'ai compris le principe. Vous savez, de cette encolure en rond, bah, ces trucs avec le... Il y a un motif qui est en rond. Il n'y a pas d'empiècement aux épaules. C'est pas non plus un raglan. Il n'y a aucune couture aux épaules. Ah mais c'est génial. En fait, c'est tout simple. Hein. Et bah, puisque j'ai compris le principe, bah oui, il m'a pas fallu très longtemps. Bah, j'ai défait plusieurs fois, mais ça n'avait rien à voir, c'était dû au jacquard. En tout cas, voilà, je l'ai refait en enlevant quelques mailles pour que ce soit pas trop juste, mais pas aussi large. Et je suis bien contente de moi. Non, je l'ai pas fini. Bah, je ne peux pas être au four au moulin 3 jours de jupe et par-dessus le marché 3 jours un pull. Non, le pull, ça va être plus long. Déjà parce que ce sont des aiguilles 2,5, quasiment les plus fines avec lesquelles on peut tricoter. Ah ben on peut un petit peu moins, hein, genre 2, mais ça va pour les bonnets de bébé, pour les brassières de bébé, pour avoir quelque chose de vraiment joli et fin. Mais en dessous, on peut pas. Bah, tout l'industriel, le tricot fin, c'est fait industriel, par des machines. Ah ben on peut tricoter fin avec des machines. Bah, les culottes de coton, les t-shirts, tout ça, c'est du tricot. Mais fin. Ouais, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis sûre qu'il y en a qui n'ont pas capté. Vous croyez que vous vous en fichez, que vous ne vous y intéressez pas. Mais vous devriez. Ben, c'est pour ça, comme ça, vous saurez pourquoi les t-shirts se déforment ou pourquoi il faut pas les étendre comme ci. Ou que... Ben oui, parce que ça tient à la façon dont le matériau est fait. Mais de toute façon, si on ne s'intéresse pas aux choses simples, matérielles que nous avons sous les yeux constamment, mais je vous le demande, qu'est-ce qui va nous intéresser ? Non, je ne vais pas terminer. Je ne vais pas terminer sur cette note un peu amère, salée, acidulée. Non, je vais terminer sur... je ne sais pas puisque j'improvise. Vous le savez ça ? Je vais terminer sur une gorgée de thé bleu-vert. Une légère amertume. Et oui, parce que les feuilles du fond sont maintenant magnifiques. Et elles ont donné un peu de leur tanin, de leurs bons et sains tanins. Oui, il faut apprendre peu à peu à aimer la mer. C'est un goût qui vient sur le tard, un goût de la maturité. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Devenons-nous amers ou apprécions-nous de ne pas le devenir en avalant de bonne grâce le breuvage amer de la vie ? Les tanins nous assouplissent les artères. Les artères, c'est ce qui se rigidifie avec l'âge, comme le cristallin. Le Christ à soi, peut-être, de l'œil. Et comme bien d'autres choses.
la rigidité mentale, l'endurcissement du cœur. Alors pour garder notre cœur bien souple, et nos pensées aussi, capables de se retourner comme un gant, simplement par jeu, sans être trop attaché, sans être trop rigide. Vous savez, rigide des genoux, rigide des doigts, rigide de la nuque. Ouais, les genoux et la nuque, quand on vieillit, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut plus se mettre à genoux, qu'on ne peut plus ployer l'échine, baisser la tête. Ah non, je ne dis pas je ne dis pas de faire ça devant quelqu'un d'autre. Je dis de le faire devant ce qui nous est supérieur. Ce principe qui englobe tout, qui voit l'intérieur et l'extérieur, qui nous voit dans nos petites manigances, nos petites tentatives désespérées pour nous racheter à nos propres yeux. Ce principe qui englobe tout, qui nous voit et ne nous juge pas, et nous donne exactement selon notre mérite, c'est-à-dire nous renvoie exactement ce que nous envoyons. Ce principe supérieur devant lequel il serait bon, dans le secret de la chambre, derrière les rideaux fermés, de s'agenouiller en toute humilité, de ployer l'échine, de baisser la tête et de nous autoriser ces larmes qui nous gonflent le cœur. Ces gens que nous n'avons pas pardonnés, ces paroles dures et toutes nos mesquineries que nous avons à nos propres yeux couverts du manteau de la nécessité. Oui, il serait bon de ployer un peu plus souvent devant ce principe supérieur, ineffable et inconnaissable, qui englobe tout, qui voit l'intérieur et l'extérieur, et que par commodité, surtout en ce jour de soleil à la lumière brûlante, j'appellerai, si vous me le permettez, Christ.